aujourd'hui, les femmes ont le droit de se promener partout, comme les hommes ou les garçons. Et c'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas. Et que donc on assiste peut-être dans cette réappropriation ou cette appropriation de l'espace public par les femmes, à une réaction de certains garçons ou hommes qui finalement estiment que c'est pas vraiment la place des femmes, ou c'est pas la place des femmes habillées comme ça, ou à cette heure-là, ou dans cet endroit-là. Et donc là, on voit clairement que, au fond, ils répondent, ils ont eux-mêmes intériorisé le contrôle politique et social sur le corps des femmes, sur la place des femmes. Mais c'est un peu ce que tu disais, Salomé, quand tu disais que les filles, les femmes s'adaptent, on fait en fonction, on s'habille en fonction, on met des écouteurs dans nos oreilles ou pas, on regarde devant nous, on regarde par terre. On a appris à s'adapter pour se protéger. Oui, après c'est une solution... Pansement sur une jambe de bois ? Non, c'est une solution qui est maintenant, qui est sur le court terme, qui est faisable, enfin, qui est pas du tout, que je vais pas du tout conseiller, mais c'est une solution qui est trouvée sur le court terme. Et il faudrait une solution plus sur le long terme pour vraiment que ça s'arrête. C'est quoi une solution sur le long terme ? Je pense que la sensibilisation, c'est une solution sur le long terme. Je pense que le fait de s'en rendre compte, c'est une solution sur le long terme. On ne pourra pas, sans changer les mentalités, changer ça. Donc, et c'est long à changer. Mais effectivement, c'est des choses que j'ai entendues, que j'ai aussi faites, qui se font de changer... d'itinéraire, de changer d'habit, de changer tout ça pour éviter. Et des fois ça marche, souvent ça marche pas. Et puis... Quand tu parlais de changer les mentalités, la dernière fois qu'on s'est vu pour faire exactement le même débat, c'est la deuxième fois que nous faisons ce débat, tu m'as dit un truc après qui m'a fait réfléchir, que j'ai retenu. Tu m'as parlé d'un type en particulier que tu connaissais et qui, après avoir lu la BD, t'a écrit en disant en fait... je crois que j'ai vraiment parfois été un gros lourd, pas spécialement avec toi, mais qui, en la lisant, s'est dit je crois que j'ai vraiment été un gros boulet, en fait. Ouais. Oui, non, alors ça, c'est jusque-là une des plus grandes victoires de la BD. En tout cas, pour moi, personnellement, et des gens que je connais, c'est un gars de mon âge qui m'a dit que ça l'avait... Enfin, qui se rendait pas compte de ce que c'était et qu'il allait faire attention. Et rien que ça, pour moi, c'est génial. C'est parce que c'est vraiment le but de ça, c'est qu'ils se rendent compte un peu de ce que c'est. Je tiens juste à préciser, parce que j'en ai en fait discuté aujourd'hui avec quelqu'un que j'ai rencontré, donc un homme ici, et qui m'a parlé de son expérience aussi. Et donc je tiens juste aussi à préciser que le harcèlement de rue, ça ne concerne pas que les femmes. Parce que là, la BD parle de ça, c'est le thème qu'on traite, mais... on ne doit pas penser que c'est un problème qui est qu'un problème de genre dans ce sens-là, qui est qu'un problème de genre tout court. Enfin, en tout cas, moi, je considère ça vraiment comme un problème de société, un problème de civisme et de respect, et pas un problème les hommes versus les femmes, et les hommes les méchants versus les femmes les gentilles. Et ce qui est un peu trop souvent, ce qu'on peut entendre un peu trop souvent. Voilà, il y a aussi... Tu as dû entendre pas mal en participant à des conférences et des débats sur le sujet, j'imagine. Que c'était les hommes les méchants ? Non, oui, qu'éventuellement la BD était caricaturale parce qu'il n'y a pas que les femmes qui se font harceler. On l'a entendu dans le dernier débat qu'on a fait. Des hommes qui nous ont dit il n'y a pas que les femmes qui se font harceler. Certes, pas faux. Mais qui les harcèle ? Ces hommes, c'est pas moi pas vu. Alors là, en l'occurrence, c'était des hommes qui harcelaient d'autres hommes. Et puis, je pense que dans certains cas, il y a des femmes qui peuvent avoir des propos qui sont très... alors, dans les attitudes, c'est peut-être différent. Je ne sais pas s'il y a vraiment des femmes qui suivent des hommes dans la rue de la même façon que des hommes suivent des femmes dans la rue. Mais je pense qu'il y a des propos qui sont tout aussi violents dans l'autre sens que ce qu'il peut y avoir dans le sens homme-femme. Et je pense qu'il y a aussi une différence de peur, de crainte, sur laquelle les femmes peuvent moins jouer face à un homme que les hommes peuvent le faire. Pas forcément parce qu'elle existe, mais parce qu'on la pense. On se dit, un homme, il me suit, ça me fait peur. Un homme, je pense pas qu'il se fait la même réflexion. Mais c'est plus au niveau des remarques. Moi, j'ai entendu des choses, des filles qui parlaient de mecs. Enfin, si ça avait été l'inverse, ça aurait été affreux. Tout le monde se serait levé en disant mais comment tu parles de cette fille, et là personne ne disait rien et c'était
c'était un groupe de filles qui parlaient d'un mec en maillot de bain et enfin, c'était assez hard, quoi. Mais c'est vrai que c'est moins présent, on le ressort moins aussi. Est-ce que tu veux mon micro? Parce que je sens que tu as des questions. J'ai un micro si je veux mettre. Ah, bah parfait. Est-ce que vous avez des questions, des réflexions? Est-ce que vous avez harcelé quelqu'un? Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Est-ce que vous avez été harcelé? J'imagine que... Bah oui. C'était quoi une étude de la RATP qui disait que 100% des femmes qui avaient utilisé les transports en commun avaient été victimes de harcèlement? Ok, le chiffre est clair pour moi. Moi, c'est un chiffre qui m'a... j'ai entendu parler spécialement du terme harcèlement de rue quand j'avais participé à un événement qui s'était déroulé à Genève qui s'appelle la Marche des Salopes et que j'ai fait 2 fois et j'avais été voir ça et il y avait à la fin un questionnaire et on devait mettre... il y avait tout plein de violences sexistes dont le harcèlement de rue et il y avait le résultat des sondages que 99% des femmes avaient été victimes de harcèlement de rue. Et là, c'est là que je me suis dit, en fait, c'est un immense problème, c'est un problème dont on n'entend pas parler et c'est un problème qui concerne tout le monde. Oui, et je crois que si on fait le même exercice avec les hommes, on n'aura pas 99% d'hommes. Donc moi, je pense qu'il y a quand même dans cette lecture, et c'est vrai que c'est pas tout ou rien, donc je pense qu'il y a des hommes qui se font harceler ou insulter, surtout ceux qui ne correspondent pas finalement à des codes qui sont soi-disant les codes masculins ou de la virilité. Et donc c'est là que ça pose une question, c'est-à-dire au fond, qu'est-ce qui se passe dans une société où, parce qu'on a un genre ou un sexe déterminé, on doit correspondre à des codes. Et qui plus est, quand on est une femme, non seulement il y a les codes, alors soit on correspond au code et on est féminine et avec un corps sexué, et là, c'est pas pour ça qu'on ne se fait pas insulter, que du contraire. Donc il y a un passage à l'acte, c'est-à-dire qu'on va aller plus loin et on va dire à la fille « Ah, mais tu es belle, tu es bonne », enfin je ne sais pas, tout ce qu'on peut lire d'ailleurs dans la BD. Et le fait de ramener la personne à sa seule dimension sexuelle, ça c'est vraiment l'expression du sexisme. C'est-à-dire que la personne n'est pas autre chose que son sexe. C'est pas quelqu'un qui a une vie, qui a une histoire, qui a autre chose. Elle est au fond complètement réduite à sa dimension sexuelle. Et ça, je crois que c'est vraiment une différence entre les filles et les garçons dans la société actuelle. Donc moi, je suis d'accord de dire qu'il n'y a pas que les filles qui sont harcelées, mais clairement, il y a un problème de harcèlement vis-à-vis des filles parce que les filles sont réduites à leur dimension sexuelle. Alors que les hommes qui se font harceler, c'est justement parce qu'eux, ils ne correspondent pas à la dimension ou à l'idée qu'on se fait de ce qu'un homme doit être. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que ça peut mieux nous faire comprendre pourquoi tout à coup il y a un passage à l'acte. Et je voudrais quand même rappeler qu'en Belgique, nous avons un chiffre donné par la secrétaire d'État à l'égalité des chances qui est de 100 viols par jour. Donc ça veut dire qu'effectivement on peut avoir peur et parfois on a peur alors que juste le type il dit des crasses dans la rue et qu'il ne va pas passer à l'acte. Et en même temps, il y a 100 viols par jour en Belgique. Donc je pense que, et c'est des viols envers des femmes et des filles. Donc je crois qu'il faut quand même aussi peut-être mettre ça en perspective. Je sens qu'il n'y a personne dans cette salle qui va faire la réflexion qu'on a entendu la dernière fois, donc je vais me permettre de le faire. Ouais, mais faire un compliment à une fille en rue, c'est pas du harcèlement. Enfin, si on peut plus faire un compliment, alors quoi? Hyper bien répondu. La limite entre harcèlement et drague, elle est très fine et elle est très compliquée et elle est différente à chaque fois. Je pense que, alors après, forcément, il y a le côté insulte qui va pas du tout, mais il y a une limite qui est très compliquée à gérer entre la drague et le harcèlement de rue. Moi, là où je la mets, c'est que la drague, c'est une relation. Donc, une personne vis-à-vis d'une autre personne, il y a un échange. Et le harcèlement, c'est qu'il y a une personne et une personne qui ne veut pas. Et donc là, quand il y a un refus de la part d'une des deux personnes, ça devient du harcèlement quand la personne, elle continue. Parce que c'est pas la création, on essaie de créer une relation, on essaie d'avoir de la séduction derrière. C'est
c'est une agression vis-à-vis de quelqu'un. Magnifique. Tu deviens meilleur de mois en mois avec cette même question. C'est toute la question du consentement. Donc très clairement, on n'a pas d'éducation suffisante, notamment en Belgique, à la relation affective et sexuelle, ni à la notion de consentement. Donc il y a une grande étude européenne qui a été publiée fin de l'année dernière. Donc dans chaque pays européen, on a posé les mêmes questions. Et par exemple, on posait la question de savoir si, quand une fille dit non, est-ce que finalement elle dit vraiment non, ou bien elle dit non, mais peut-être un peu oui, quoi. Et donc les chiffres en Belgique sont toujours un peu plus mauvais que dans nos pays voisins. Sur la question, par exemple, de savoir, quand on a une relation sexuelle avec quelqu'un, on s'embrasse et tout, puis au milieu, la fille dit en fait non, je veux plus, je veux que ça s'arrête. En Belgique, les types disent oui, elle dit non, mais en fait, elle dit oui. Et donc, je pense que vraiment, il y a un travail à faire sur le pouvoir qu'on peut avoir sur le corps des femmes, sur la question de l'autre comme sujet. Parce qu'au fond, c'est ça, hein, et Salomé le dit très bien, c'est l'autre qui a un sujet qui dit à un moment donné non. Voilà. Quand tu dis non, en fait, c'est non. Tu vois, et si tu dis non pour dire oui, en fait, il y a autre chose qui est en train de se passer, il y a une relation, il y a quelque chose de l'ordre de la séduction. Mais le harceleur, il sait très bien ça. Il sait très bien quand il est dans une relation où l'autre est finalement sa victime, où il essaie d'avoir le dessus, la domination. Ça n'a rien à voir. Et je crois que les hommes qui viennent avec ce discours en disant oui, finalement, on ne pourra plus siffler une fille en rue, on va se faire pénaliser. Moi, je pense que c'est de l'hypocrisie, parce qu'en fait, on sait très bien quand on agresse quelqu'un ou quand on le fait pour lui faire plaisir et où on se rend compte qu'à un moment donné, ça ne va plus parce que l'autre, il est pas bien, quoi. Ou alors, si on ne s'en rend pas compte, je crois qu'on a un vrai problème. À propos du consentement, je ne sais pas si vous avez vu passer cette vidéo qui faisait un parallèle entre le consentement et le fait de boire du thé. C'est ça. Si quelqu'un ne veut pas boire de thé, on le force à boire du thé, ça semble quand même pas normal. Je ne sais pas quel mot-clé taper pour tomber sur cette vidéo, mais elle est parfaite. Absolument parfaite. J'imagine que si vous êtes là, c'est que le sujet vous intéresse, vous touche, vous interpelle. Oui, j'ai vu une tête bouger. Est-ce que vous avez une question ou une réflexion par rapport au sujet du harcèlement de rue ou du consentement? Ou de la limite entre drague et harcèlement? Ou de la place de la femme dans l'espace public? Parce que là, on a ouvert plein de pistes quand même. Est-ce qu'on... Oui. Il y a quand même une étape intermédiaire. Il y a quand même une étape intermédiaire entre la drague et le harcèlement, c'est le compliment. Le compliment peut-il être assimilé à de la drague alors que l'homme n'a aucune volonté d'aller plus loin? Mais si dire à une femme, vous avez un très joli sourire quand elle me remet la monnaie pour du pain, par exemple, est-ce que pour moi c'est pas du harcèlement, c'est simplement un compliment? J'ai vu une autre vidéo géniale qui faisait le parallèle entre le harcèlement et les piqûres de moustiques. Quand on dit oui, mais on se fait piquer par... et je l'ai vu hier, c'est pour ça que j'y pense. Il dit une piqûre de moustique, c'est pas du harcèlement, mais si on se fait piquer tous les jours, plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, et qu'on peut pas se protéger de ça, alors ça devient du harcèlement. Mais chaque piqûre de manière individuelle, c'est pas du harcèlement. Le chauffeur de taxi qui me dit quand je sors, ce jeans moulant vous va très bien, c'est pas du harcèlement. C'est pour ça que ça me rend heureuse. Ça, c'est il y a un peu plus de sous-entendu. Ouais. Vous avez un joli sourire. Plus que le joli sourire, mais c'est ça. Les jolis sourires, je ne vois pas ce qu'il y a de harcèlement. Ce qu'il y a, c'est qu'un fait, un salope, oui. c'est le premier le plus dur, après on s'y habitue. Un bon salope, ça, clairement, ça ne va pas. Un joli sourire, c'est pas du harcèlement en soi. Mais s'il y a 6 trucs comme ça sur la journée, à un moment, moi, je sais plus ce que je suis. Enfin, j'ai envie de mettre en training et de rester chez moi. Après, c'est vrai moi, je sais que j'ai pas de solution à donner non plus par rapport à ça, parce qu'on peut pas, faut pas arrêter non plus de faire des compliments. Donc je sais que c'est très compliqué à gérer. Après, est-ce que on le fait, pourquoi est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on sent que la personne en face, elle va être prête à le recevoir? Est-ce qu'elle va être, parce qu'un compliment, c'est censé faire plaisir. Donc si on se rend compte que la personne en face, elle va avoir du plaisir à recevoir ce compliment, faut qu'on le donne pas pour nous, faut qu'on le donne pour la personne qui est en face. Et si on pense sincèrement ça, alors oui, il faut faire un compliment. Après, si on le fait parce qu'on a envie de le dire,
je ne sais pour quelle raison, il faut s'en empêcher, je pense, à ce moment-là. Je ne sais pas si on vous a déjà dit, messieurs, que vous aviez un joli sourire dans des situations comme de la vie publique, dans les commerces, etc. Mais enfin, je crois que c'est quand même embêtant que les femmes, voilà ce qu'on disait tantôt, on les ramène à leur physique dans un contexte où elles sont dans leur travail, etc. Et moi, de moins en moins, je tolère ce genre de... Enfin, je ne vais pas forcément réagir, mais ça va pas me détendre, ça va pas me... Parce que, je sais pas, en fait, pourquoi est-ce que la drague se passerait dans l'espace public aussi? Pour moi, finalement, c'est pas... Ça paraît peut-être un peu extrême, mais on dit souvent que l'usage de l'espace public par les femmes et les hommes est différencié. Et les femmes, en général, ont une raison précise de sortir, elles vont d'un point A à un point B, etc. Et donc, en général, on a un truc en tête. Moi, c'est pas du tout pour faire des rencontres. Voilà. Non, mais c'est très juste, je pense, de dire que ça aussi, dans certaines situations, ça ramène la femme à de la beauté ou à son physique. Et c'est souvent ce qu'on met en valeur chez une femme, principalement. Et au fond, on arrive à ce que ce soit dégradant, parce qu'on est réduit à ça. Et dans certaines situations, je pense que, oui, je sais pas, au travail, ou je sais pas si là maintenant, alors que je parle d'un truc sérieux, etc., on me dit ah, bravo ma belle, t'avais des très jolis yeux pendant la conférence. La conférence, c'était très belle, merci. C'est pas quelque chose que je vais apprécier parce que du coup, on m'a regardé et on n'a pas écouté ce que j'ai dit. Et ça, c'est des choses qui sont faites différemment entre les hommes et les femmes. Ça, j'en suis convaincue, parce qu'on est réduit plus facilement à notre physique. Sorry. Oui, je trouve que ça renvoie à la question du consentement, là encore. Et pour moi, c'est hyper important d'être sûr que l'autre consent à ce qu'on émette un jugement public sur elle ou lui. Moi personnellement, je n'aime pas que les gens que je connais à peine, s'autorisent des jugements physiques, intellectuels, moraux. Et du coup, voilà, imaginez que des femmes vivent ça au quotidien. C'est hyper angoissant pour elles. Et parce que moi, à une toute petite échelle, pourtant, voilà, je souffre pas de stigmatisation validiste ou raciste ou misogyne ou homophobe. Et pourtant, déjà, voilà, en ayant tous les attributs de la domination, voilà, des fois, je me sens un peu mis en fragilité et obligé de mettre les gens à leur place en disant de quel droit tu émets un jugement sur tel ou tel aspect de ma personne. Et donc, effectivement, je trouve que vous parliez de la question du civisme. Et j'avais l'impression que c'était bien en opposition avec la question du féminisme, du genre. Mais pour moi, il y a une continuité, quoi, quand même. Je sais pas comment on peut les faire discuter, mais à un moment donné, si les femmes sont beaucoup plus sujettes à ce jugement non consenti, c'est parce qu'elles ne sont pas considérées comme des sujets à part entière. Donc j'ai l'impression que ça peut être pensé ensemble, à la fois une réflexion de fond sur comment on fait pour que chacun respecte les autres et ne se permette pas de faire des jugements comme ça sans qu'on leur ait demandé leur avis, et que cette question est d'autant plus urgente dans le cas des femmes, puis des homosexuels aussi, puisque notamment le harcèlement sur les hommes, c'est sur les hommes non virils, et notamment toutes les insultes homophobes, etc. Alors c'était pas pour dire que c'était pas du tout une question de genre, c'était pour dire que c'était pas que une question de genre, parce que c'est beaucoup ramené à ça en fait, et justement c'est pour dire que c'est une question, effectivement comme vous l'avez dit, c'est une question de société, de civisme, et ensuite qui est plus urgent sur certains points de vue. En l'occurrence, l'homme dont je parlais tout à l'heure est pas du tout homosexuel et correspond en plus ce qu'on peut dire aux critères masculins. Enfin, c'est pas du tout. C'est pas les femmes ou les homosexuels qui subissent du harcèlement.
Je me trompe peut-être, mais ce que j'avais senti la dernière fois en fait dans le débat, c'est qu'il avait fallu faire cette mise au point et dire attention, je veux dire, on ne dit pas que le plus gros débat de la société, c'est que les hommes doivent arrêter de faire des compliments des femmes, parce que là, c'était indigeste. On devait dire, il y a un problème global, cette BD porte sur un problème précis, parlons de ce problème précis, mais on ne dit pas qu'il n'y a que les femmes qui se font harceler, qu'il y a que... Sinon, certains le prenaient presque personnellement comme une attaque, c'était bizarre. On disait, mais c'est pas contre vous, c'est pas contre... Il a fallu élargir le truc pour resserrer le débat après sur ce plan précis, sur ce point précis. Bonjour. Est-ce que vous avez une réflexion, une question? Non, j'aimerais comprendre ce qu'on peut faire pour... Je ne sais pas si vous me demandez absolument de dire quelque chose. Je me demande ce qu'on peut faire de manière globale par rapport à ça. Et bon, moi, je me dis que je ne crois pas que l'école va tout régler, mais je pense qu'il faut que ça devienne un sujet de société, un sujet global, quoi, dans toutes les dimensions éducatives, on va dire. C'est vrai parce que je pense que ça concerne aussi les femmes, quelque part, parce que il y a des femmes qui... Enfin, bon, moi, je me souviens à l'école... les plus lourds des types, ils enchaînaient les copines, et bon, les copines, elles étaient relativement consentantes, je pense. Il y a aussi une attirance vers un certain type de mec, qui pour moi est incompréhensible, mais bon... Les gros lourds, on appelle ça. Oui, donc les gros lourds, donc je pense que c'est un jeu qui se joue entre tout le monde, quelque part aussi, bien que je ne nie absolument pas le problème, au contraire, dont on parle ici, hein, c'est pas ça. Et donc je pense qu'il y a un problème d'éducation à tous les niveaux. Alors comment faire ça? On sait dans quel état est l'école en Belgique. Mais clairement, il y a un travail à faire à l'école. Et vous savez qu'en Belgique, on a beaucoup de difficultés à généraliser ce qu'on appelle les VRAS, c'est-à-dire l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Donc ça existe dans l'enseignement officiel de manière coordonnée avec des plages horaires qui sont dédicacées à ce type d'animation. Mais dans l'enseignement libre, donc majoritairement catholique, on refuse de le faire. Donc c'est devenu une mission de l'enseignement depuis 2012 seulement. Auparavant, ça n'était pas le cas. Et donc ça fait vraiment depuis 1975 qu'il y a des propositions de loi pour que ce soit généralisé, et ce n'est pas le cas en Belgique. Parce qu'on se heurte finalement à ce qu'on appelle la liberté d'enseignement. Alors ça, c'est pour l'école. Donc là, il y a vraiment un travail à faire, et je crois que les parents doivent exiger que les enfants puissent être ensemble dans des animations avec des gens qui sont formés pour le faire, c'est pas vraiment les professeurs, mais pour parler ensemble de qu'est-ce que c'est une relation, c'est quoi l'autre, comment est-ce qu'on l'appréhende, et qu'est-ce qui fait qu'on agresse l'un ou l'autre. Et ça touche pas seulement à la question sexuelle, on voit très clairement qu'à l'école il y a beaucoup de violence, voilà. Et en tant que parent? Oui, alors en tant que parent aussi, parce qu'il y a aussi des reproductions des rôles. Mais alors, je crois que les enfants qui auront reçu une bonne éducation à l'EVRAS à l'école deviendront des parents peut-être un peu différents. Et puis il faut quand même se rendre compte que dans la société actuelle aujourd'hui, les stéréotypes sont non seulement permanents, que ce soit dans la publicité, à la télévision, dans la répartition des rôles. Bon, ça change un petit peu dans les séries, mais clairement... Mais pas à la télévision. Oui, pas du tout à la télévision. Et franchement, dans la publicité, c'est hallucinant, quoi. Quand on l'analyse, on se dit, mais c'est pas possible, on n'est plus dans les années 50 où les gens ne se rendaient pas compte. Mais ça fonctionne. Et le pire, c'est qu'on assiste à un retour de gens qui... finalement, trouve que la lutte contre les stéréotypes est inutile. Donc moi, je participe à de nombreux débats sur la question. Et je peux vous dire, je me suis déjà retrouvée sur un plateau de télé. La majorité des gens disaient « Ah non, mais les stéréotypes, c'est très bien. D'ailleurs, c'est bien. Il y a des garçons, il y a des filles, il ne faut pas tout mélanger. Et puis vous allez faire une société où tout va être confondu. » Comme si le fait de respecter l'autre dans ce qu'il est comme sujet, pas seulement comme il est sexuel ou pas, ça allait faire une société du chaos et du désordre. Et alors, on a un retour aussi de ce qu'on appelle les masculinismes. On en a en Belgique qui sont... Enfin, le masculinisme, c'est finalement, depuis que les femmes ont obtenu le droit de divorcer, et donc de ne plus être sous l'emprise financière. Je vous rappelle quand même qu'en Belgique, c'est depuis 1967 que les femmes ont le droit d'avoir un compte en banque sans l'aval de leur mari. 1967, hein, ok, moi j'étais déjà née. Hein. Donc,
cette emprise-là, c'est terminé. Donc les femmes peuvent divorcer et elles peuvent avoir des pensions alimentaires. Et depuis ce moment-là, on a vu arriver aux États-Unis et très particulièrement aussi au Canada, un courant, qui est le courant masculiniste, qui dit que les femmes, maintenant, elles dominent le monde et que les hommes ont perdu leur virilité, qu'il faut leur... Enfin bon, donc je vous invite à aller voir ce que c'est sur Internet. Alors, Ce sont j'ai vu vraiment une des vidéo courants qui sont en train de modifier ou de revenir finalement à où ils veulent revenir à une société complètement clivée. Donc je pense que le travail n'est même pas encore suffisamment entamé, qu'on a déjà la vague de retour. Mais cette fameuse vidéo sur le masculinisme, c'était un reportage du JT de France 2, et ce qui m'a le plus frappé, c'est pas le reportage en lui-même qui était vraiment rigolo, c'est Pujadas qui lançait ça en disant depuis la fin du patriarcat. Je fais pardon. Il est tombé quand? On m'a pas prévenu. Voilà, ça va plus loin que des camps de gens qui poussent des voitures en criant parce qu'ils se sentent plus hommes. Ça va, c'est le présentateur JT qui nous apprend que le patriarcat c'est fini. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Oui, Qui est le micro? Merci. On va pas pouvoir faire très long encore parce qu'il faut avoir nettoyer la salle. Ok, ça va. Clôture. Bonjour. Je voulais savoir ce que vous conseillez de faire aux jeunes femmes qui ont déjà peut-être trop peur maintenant. J'ai des amis et même moi-même qui changeons dans le comportement de la rue. J'ai des amis qui ont peur de sortir, qui se sentent très mal dans leur corps, qui n'osent plus porter certains vêtements. Et je ne sais jamais quoi leur dire. Est-ce qu'il faut continuer dans ce genre de comportement ? Et comment est-ce que nous, on peut lutter contre cet inconfort, cette hostilité qu'on ressent tous les jours, plus ou moins fortement, mais pour certaines très très fortement? Il n'y avait pas quelqu'un derrière qui voulait intervenir? Ah, tu as juste bougé là, pardon. Je vous laisse répondre. Je suis hyper perdue parce que j'ai pas de conseils concrets à donner parce que moi je suis contre le fait de changer les habitudes, que ce soit la fille qui change ses habitudes. Après je me rends compte que ce soit une solution sur le moment. Moi je sais que personnellement depuis que j'en ai parlé autour de moi, que j'ai beaucoup regardé ce qui se passait sur le sujet, etc. J'ai moins peur. J'ai moins peur de sortir. Je me dis, voilà, maintenant il y a un parc devant chez moi. Je sais que pour aller de chez moi à la gare, je prends ce parc. Et je suis confiante. Après, ça m'a pris longtemps. Et contre le fait d'avoir peur, ça m'a aidée. Mais c'est pas à nous de changer notre comportement. C'est pas à nous. Nous, on doit vivre dans la rue comme on a envie de vivre dans la rue. Il faut pas qu'on se dise qu'il faut arrêter de mettre du rouge à lèvres, mais il faut être consciente que c'est quelque chose qui peut arriver et qui va continuer à arriver jusqu'à ce que les mentalités évoluent. Mais c'est vrai que je suis très embêtée parce que si j'avais une solution miracle, j'en aurais fait une BD. Enfin, et j'aimerais beaucoup avoir... Après, j'ai plus de solutions à donner ou plus de conseils à donner aux hommes, à donner aux personnes qui sont témoins d'actes, parce que ça, c'est... j'ai un conseil aussi, si ça arrive, il y a un truc qui s'appelle la déculpabilisation de groupe, qui est le fait que quand ça arrive, par exemple, dans un espace public, tout le monde est au courant de ce qui se passe, mais tout le monde va se dire, ouais, mais c'est pas mes histoires, c'est l'histoire de machin, c'est l'histoire de machin. Et du coup, personne n'intervient. Un des conseils que je peux donner, en tout cas dans ces situations où on se sent très seul et très agressé par quelqu'un, c'est de désigner quelqu'un dans une foule ou quand il y a d'autres gens, de désigner et soit faire comme si on la connaissait, ou alors directement dire venez m'aider, ou là j'ai besoin de vous, ou voilà. Ou alors s'il y a quelqu'un qui nous agresse ou qui nous harcèle, de ne pas avoir peur de lui répondre, d'aller en face, de dire non mais pourquoi est-ce que vous m'avez parlé comme ça, qu'est-ce qui vous donne le droit de me traiter comme un objet, et après en général il y a
je pense, dans très peu de situations où la personne va être violente. En général, la personne ne s'attend pas à ce qu'on lui renvoie quelque chose et elle va dire oh, c'est bon. Enfin, je pense que dans la plupart des cas, c'est ça qui se passe. Il n'y a pas de crainte réelle à avoir d'un suivi d'agression. Parce que, enfin, en tout cas, pour revenir aux chiffres dont on parlait tout à l'heure, par rapport aux 100 viols par jour en Belgique, je pense que C'est pas dans la rue. c'est pas dans la rue. Enfin, je veux pas. La majorité, quoi. Non, la majorité des viols se passe et c'est très malheureux, mais dans des relations de pouvoir, dans la famille, dans les connaissances. C'est très rare que ça se passe dans la rue. Ça arrive, il faut en être conscient, mais il faut vivre. Et concrètement, il y a peu d'agressions. Enfin, proportionnellement, il y a plus d'agressions d'hommes dans la rue que de femmes dans la rue. Il y a plus d'hommes qui se font tabasser par d'autres groupes de mecs que de femmes qui se font agresser. Donc, c'est plutôt une peur c'est un climat de peur. C'est une sensation de peur qui, en fait, est créée et qui n'est pas totalement justifiée. Et c'est ça c'est dans l'attitude des hommes qu'il faut que ça change pour que ensuite les femmes se sentent en sécurité. On a un peu ric-rac visiblement sur le timing, mais tu voulais encore dire quelque chose? Oui. Pas de souci. C'était le même conseil plus ou moins là, par rapport à interpeller quelqu'un. Et sinon, j'aurais bien voulu savoir comment on est passé du scénario à une BD, la suite de l'histoire. Ah, c'est vrai, sur du c'est pas ça en fait. Voilà. Comment t'es passé? C'est très rapide, hein. Je réponds juste à ça. Mon travail qui ensuite a été... là, en l'occurrence, c'est mon père qui l'a lu parmi d'autres gens, qui en a parlé à des amis à lui, qui ensuite, donc cet ami en a parlé à un éditeur qui a voulu connaître le projet, qui l'a lu, et qui a été intéressé qui a été frappé en fait par le fait que ça arrivait et qui se rendait pas vraiment compte de ce qui se passait, et qui s'est pas rendu compte que c'était un réel problème et qui touchait autant de personnes. Et donc on a décidé d'en faire une bande dessinée, et ensuite on a contacté la dessinatrice Sibylline Menet qui a été elle emballée par le projet aussi pour le concrétiser, et ça collait bien avec le fait que ce soit une jeune fille qui ait ce type de dessin-là, qui ait cette sensibilité-là aussi, et que ce soit pas un dessinateur de 45 ans qui était totalement... qui se rendait pas forcément compte de la chose, qui n'avait pas la même sensibilité. Je voudrais terminer avec un truc, en fait, c'est un statut Facebook que j'ai vu passer sur mon fil. C'est une fille que je connais pas en vrai, qui s'appelle Marie, et il y a quelques semaines, elle écrivait ça. Et toi, avec ton rouge à lèvres de pute, tu pourrais répondre. Et elle lui répond, ah non, c'est pas rouge à lèvres de pute, c'est rouge intense de Sephora. Et elle écrit, aujourd'hui j'ai répondu par l'absurde, mais j'ai répondu. J'ai pas baissé les yeux, j'ai pas accéléré le pas, mon cœur s'est emballé, mais j'ai répondu. Grâce à tous les témoignages que j'ai lus de femmes qui ne se laissent plus faire face à l'intimidation, j'ai trouvé le courage et ça m'a fait un bien fou. Alors voilà, à quoi ça sert de parler, ça fait un bien fou, c'est déjà pas mal. Merci à tous d'être venus.